Bonjour à tous, je vais exprimer au nom du groupement départemental santé des Landes. Alors je vais vous parler un peu de l'impact de la réforme des retraites, mais aussi de la situation de l'hôpital en général. Le 7 novembre, le président Macron, devant les maires de France réunis à Épernay, déclare ceci dans ce qui nous apparaît être un grand moment de lucidité. La situation est plus grave que celle que nous avions imaginée. Voilà donc le plus haut responsable du pays qui avoue travailler dans l'imaginaire et non pas dans la réalité du terrain. Puis il ajoute « J'ai entendu la colère et l'indignation. Il n'est pas sourd ». Le 20 novembre, à l'occasion de la présentation des mesurettes censées sauver l'hôpital public, son Premier ministre déclare avec une clairvoyance sans égale « Les personnels de santé n'en peuvent plus ». Alors aujourd'hui, comme ils ont parfaitement compris le malaise des soignants, ils proposent dans le cadre de la réforme des retraites de supprimer la catégorie active dont bénéficient les ASH, les aides-soignants et les infirmières de catégorie B, afin de les faire travailler 5 ans de plus. Mais si un député, un sénateur, un ministre ou un secrétaire d'État peut travailler, à mon avis, jusqu'à 70, 80, voire 90 ans, et un aide-soignant ou un agent des services ne pourra pas le faire jusqu'à 68 ans. S'il y arrive, il soignera en EHPAD des retraités plus jeunes que lui. L'hôpital dont la mission est de soigner est également une machine à fabriquer du handicap. Le métier de soignant à l'hôpital public est un métier difficile, essentiellement à cause des horaires atypiques avec des alternances jour-nuit, des amplitudes de 12 heures, mais également à cause du manque de personnel qui entraîne des changements incessants de planning à la dernière minute. Dans certains services, les agents travaillent souvent 3 week-ends sur 4, voire 7 sur 8. Ces organisations de travail ont un impact délétère sur leur vie privée et il n'y a aucune contrepartie à leur investissement. Les technocrates parisiens demandent aux organisations syndicales de travailler sur la qualité de vie au travail des agents hospitaliers. Mais comment un agent peut-il être bien au travail quand ce même travail envahit sa vie privée? Pour une bonne qualité de vie au travail, il suffit d'avoir les effectifs nécessaires à un fonctionnement normal des services, des effectifs qui permettraient que les repos soient respectés, que les rappels cessent et que les agents puissent bénéficier de congés d'été normaux, c'est-à-dire 3 semaines, et non pas 11 jours comme c'est le cas actuellement. Il faut ajouter à cela les contraintes psychologiques dues aux conditions d'exercice du métier, exacerbées par le sentiment quotidien d'un travail mal fait qui conduisent trop souvent au burn-out. Ces organisations de travail et le rythme imposé ont forcément un impact sur la santé des agents. Ainsi, depuis 2013, nous constatons dans la fonction publique hospitalière une forte augmentation des maladies professionnelles et des accidents du travail. L'hôpital dont la mission est de soigner... Excusez-moi. La manipulation des malades étant la première cause de l'accident de service, les épaules et le dos étant les sièges des lésions les plus fréquentes, les aides-soignants, les personnels les plus exposés. Il faut savoir que les agents d'accueil que vous côtoyez nécessairement si vous vous rendez au centre hospitalier de Mont-de-Marsan sont majoritairement des aides-soignantes à reclassement, des employés qui à 25, 30 ou 40 ans se sont retrouvés avec une incapacité totale et définitive d'exercice de leur métier de soignant suite à un accident de service. Les mesures d'urgence annoncées le 20 novembre par le Premier ministre et la ministre de la Santé pour aider l'hôpital public n'ont pas calmé la colère des personnels hospitaliers, bien au contraire. Mais comment pourrait-il en être autrement? Il n'y est question que de millions, mais rien concernant l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge des patients, rien concernant l'amélioration des conditions de travail des personnels administratifs, des ouvriers. Pas un mot sur la psychiatrie, où le malaise est pourtant profond. Pour preuve, l'hôpital Montois vient de fermer des lits suite au départ d'un psychiatre. Il ne nous a pas échappé que les drames se multiplient faute d'une prise en charge régulière des patients de psychiatrie, faute de médecins et de personnel soignant. Ce que demandent les agents, les syndicats et les collectifs, ce sont la réouverture des lits, la création de postes et des salaires attractifs pour garder les soignants et en attirer d'autres. Mais aussi et surtout, nous demandons que le patient soit remis au centre des décisions à la place de considérations purement comptables. L'hôpital devrait adapter son offre de soins aux besoins des patients. En réalité, il adapte les besoins des patients aux moyens dont il dispose. Et ce ne sont pas les réformes qui se mettent en place actuellement qui incitent à l'optimisme. L'offre de soins va désormais se décliner au niveau du territoire. Il ne doit pas y avoir, d'ici la ministre de la Santé,
de concurrence sur les activités entre les hôpitaux appartenant au même territoire. Pour notre département, les centres hospitaliers de Dax et Mont-de-Marsan font partie du même groupement. La ministre de la Santé a annoncé il y a quelques mois la création de 400 à 600 hôpitaux de proximité. Ne vous attendez pas à voir construire un hôpital dans votre quartier ou votre village. Un hôpital de proximité est en réalité un hôpital qui ne possède pas de service de chirurgie, pas de service de spécialité médicale comme la cardiologie et qui n'a pas de service gynéco-obstétrique, donc pas de maternité. Pour créer ces hôpitaux, le ministère va labelliser hôpital de proximité, donc dégrader un grand nombre de centres hospitaliers comme les nôtres. Pour notre département, une direction commune entre Dax et Mont-de-Marsan se mettra en place d'ici quelques mois. Ce qui nous inquiète, ce sont les conséquences de ce rapprochement. Des services seront regroupés, des lits seront fermés, les personnels subiront des mobilités forcées et les patients obligés de se déplacer pour trouver un service qu'ils ont actuellement près de chez eux. Toutes les fonctions, autres que les fonctions touchant aux soins, seront à terme privatisées. Cet été, 2 lois offrant tous les leviers pour mettre en place cette politique de santé ont été adoptées. La loi de transformation du système de santé et la loi de transformation de la fonction publique. Sans rentrer dans les détails, je peux vous indiquer que la rupture conventionnelle pour les titulaires est mise en place pour les 3 fonctions publiques. Que lorsqu'un service sera privatisé, les fonctionnaires y travaillant seront détachés d'office auprès d'employeurs privés. Que lorsqu'un poste sera supprimé, l'ARS pourra déplacer l'agent vers n'importe quelle structure départementale. Je conclurai en précisant que si je ne citais que le président, son premier ministre et sa ministre de la Santé, je n'en oublie pas moins l'ensemble des membres de ce gouvernement qui, le week-end venu et dans la perspective des prochaines échéances électorales, pourraient bientôt arpenter longuement les allées de leur marché local en serrant des paluches et en jurant la larme à l'œil et le Kleenex à la main qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec les décisions prises et avec les méthodes employées. Si c'est réellement le cas, qu'ils démissionnent. Merci.